On est dans un cadre de symposium et c'est le seul que j'ai depuis plusieurs années par rapport à cette thématique. Dans ce problème de saignement, d'hémorragie, d'anticoagulation, c'est un équilibre qui est extrêmement important à garder. La balance, elle est extrêmement importante. Je vais commencer par un petit rappel très rapide de la coagulation. Donc, quand il y a une lésion, il y a un thrombus blanc qui se fait in vivo, il va y avoir un déclenchement à partir d'un petit facteur qui est le facteur tissulaire, qui va s'allier à un facteur 7A, qui va constituer un premier complexe TNase avec le facteur de Stewart, qui va être déclenché comme ça, mais aussi par ce qu'on appelait classiquement la voie intrinsèque, qui est une suite de déclenchement de facteurs, d'activation de multiples facteurs, pour aboutir à un complexe prothrombinase, celui-là, qui est formé du Stewart, du 9 et du 8. Et donc, par la suite, un complexe facteur 5, facteur 10 va permettre ce qu'on appelle la génération de thrombine à partir de la prothrombine. C'est ça l'initiation de l'hémostase. Cette thrombine, par la suite, va aller activer le fibrinogène pour le transformer de fibrinogène en fibrine, en monofilament, qui va constituer une colle du clou hémostatique qui va se former à partir des plaquettes, des culots globulaires, et j'en passe. Et donc, comme vous avez vu, il y a plusieurs facteurs qui vont nous amener à avoir des situations où on va utiliser les complexes thrombopéniques. Ces situations sont soit des déficits acquis, que ce soit par des anticoagulants, les AVK-OD, que ce soit à la suite de pertes sanguines massives, et on devrait substituer les facteurs, qu'elles soient traumatiques, périopératoires ou autres, que ce soit dans les hépatopathies, c'est un problème de production de ces facteurs, que ce soit des déficits congénitaux. Donc, je vais parler de l'utilisation des complexes thrombopéniques dans ces indications, la réversion des AVK, les nouveaux anticoagulants. Ça va faire un petit peu de redondance, mais je vais passer rapidement. Traumatisme et saignement grave, et rapidement les autres indications. Je commence par les antivitamines K. Donc, antivitamine K, c'est la vitamine K va permettre la production de ces facteurs-là, 2, 10, 9 et 5. Et 7, pardon. Le problème des antivitamines K, c'est qu'ils ont une fenêtre thérapeutique extrêmement étroite. Ce qui fait qu'on peut tomber rapidement dans cette rupture de balance avec des accidents ischémiques si on n'est pas efficace, voire des accidents hémorragiques. Et les accidents hémorragiques dans la vraie vie, ils sont extrêmement nombreux. Ils sont beaucoup plus importants que ce qui est montré dans les études randomisées contrôlées, avec un taux global d'hémorragie majeure de 3,8% par patient par année. Dans les 30 premiers jours, c'est quand même presque 12% par patient par année. Et parmi des patients suivis sur 5 ans, ça fait quand même 18% de patients décédés parmi ceux qui ont présenté une hémorragie majeure. Donc, clairement, ils sont en train de passer à la trappe parce que leur profil de sécurité pose problème. Mais on continue à les prescrire largement et on a des patients qui arrivent avec des accidents, des hémorragies majeures, et il faudra antagoniser. Alors, classiquement, ce qui a été utilisé, c'est le plasma frais congelé. Ça permet d'apporter des facteurs de coagulation et du fibrinogène, mais il y a plusieurs réserves d'utilisation, telles que le retard d'administration et de bénéfices attendus. Il faut du temps, il faut les décongeler, il faut les commander, il faut le résultat biologique. Les délais moyens de mise à disposition et d'administration élevés, délais médians de normalisation de l'hémostase, ils varient de 20 à 30 heures carrément. 4 unités ne permettent que d'augmenter de 10% les facteurs de coagulation. La quantité recommandée de 15 à 30 millilitres, ce qui fait, c'est une grosse quantité de liquide qui peut aller jusqu'à 2 litres, voire plus, avec un risque de surcharge volumique, particulièrement chez des patients qui ont des indications de cardiopathie notamment. Ça majore l'œdème cérébral dans les hémorragies intracrâniennes. Et puis, c'est un produit sanguin labile avec des risques d'incompatibilité, de réactions allergiques et de trahie. L'arrivée des complexes prothrombiniques, qui sont des produits purifiés, anciennement appelés PPSB,
parce qu'ils contiennent les quatre facteurs, vitamino-K dépendants, le 2, la, pro, la, pro- la prothrombine, proconvertine, Stewart et antihémophilique B, qui sont purifiés, sous forme non activée, avec différents types, je vais montrer rapidement après, soit quatre facteurs, soit trois facteurs. Et certains contiennent des inhibiteurs de la coagulation, tels que l'antithrombine 3, l'antithrombine, la protéine C et protéine S. Là, ici, il n'y a pas besoin de compatibilité ABO. C'est des produits lyophilisés qu'on reconstitue immédiatement, très rapidement. Le volume il est beaucoup plus faible que le PFC, avec un débit de perfusion plus rapide. L'administration va normaliser, que je vais montrer très rapidement en 10 minutes, l'INR. Et ces hémorragies liées à l'AVK, ils doivent être associés à la vitamine K pour s'inscrire sur une durée de protection prolongée. Alors, les différents produits disponibles, là, il y a les trois facteurs, quatre facteurs. Au Maroc, il y a l'activé. Au Maroc, on a un produit à quatre facteurs qui est l'Octaplex, le seul qui est disponible au Maroc. Leur particularité, c'est qu'ils sont tous standardisés par rapport au facteur 9 avec 100 unités, mais il y a une variabilité interproduit. L'avantage majeur de ces produits, c'est que on a une quantité qui est différente et donc le TACO, ce Transfusion Related Cardiac Overload, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'il va éviter. Alors, les études dans ce sens, il y a une étude qui est très, très connue, très reproduite dans la littérature, qui montre clairement, en comparaison du PCC par rapport au plasma fréquent-gelé, que ça permettait très rapidement de réduire une efficacité extrêmement rapide par rapport à la correction de l'INR en moins de 2 heures, alors que ça demande beaucoup plus de temps dans le PFC. Ici, une étude qui a comparé chez le patient opératoire la réversion rapide de la vitamine K chez les patients qui nécessitent une intervention chirurgicale ou invasive urgente. Donc, vous voyez, la perfusion, c'est très rapide, au moins de 10 minutes par rapport au PFC. La correction, beaucoup plus rapide. Le début de la chirurgie, en moins de 3 heures, on peut commencer la chirurgie, alors pour le PFC, ça va jusqu'à 8 heures. Et puis, l'efficacité hémostatique, elle est beaucoup plus précoce que par rapport au plasma précongelé. Donc, un gain indiscutable, indéniable, qui a été retrouvé dans la littérature. Je vais passer ça. Aussi, par rapport aux hémorragies intracrâniennes, cette étude n'a pas montré de différences statistiques fortes sur la mortalité, mais quand même, il y a une limitation de l'extension du volume de l'hémorragie intracérébrale qui a été établie, notamment dans cette étude. Et donc, le résultat dans plusieurs méta-analyses, je donne celle-là par exemple, que clairement, les facteurs, les complexes prothrombiniques sont meilleurs que le plasma fréquent-gelé par rapport à la mortalité, quand même une réduction de 44% de mortalité. L'insuffisance ventriculaire gauche, donc la surcharge, une réduction extrêmement importante de 73%, alors que les effets secondaires, ils sont exactement pareils. Il n'y a pas d'augmentation des manifestations thromboemboliques et donc c'est des produits safe. Même à long terme, cette étude s'est intéressée à examiner les effets de la survenue d'événements thromboemboliques à long terme, à 45 jours après l'événement. Donc, elle a montré aussi une efficacité sur la mortalité d'autres choses et qui a montré qu'il n'y a pas de différence entre les complexes thrombiniques et le PFC par rapport à la sécurité, même à long terme. Donc, il y a des recommandations, il y a des problèmes de doses aussi, il y a des différences dans les guidelines sur les doses, et plusieurs recommandations se sont dit. Il y en a ce qui donne 25 unités kilo, puis 30, puis 35. Les Canadiens, par exemple, ils donnent quelque chose de plus facile parce que c'est plus pratique. 1000 pour des INR inférieurs 3, 2000 et 3000. Il y a eu beaucoup de choses par rapport aux doses. Je donne juste cette étude qui est extrêmement intéressante, qui montre que même à faible dose, de flacons, 1000 unités, ça permettait dans des situations dans un centre canadien pour la réversion des AVK, en comparant les PFC avec juste 1000 unités de PCC, que ça permettait une efficacité hémostatique
très importante, largement supérieure au PFC, très rapidement, plus rapide que le PFC, avec un coût qui est acceptable, avec même coût. Et il n'y a pas de différence par rapport au coût. Et donc, ils ont dit clairement que ça permet l'hémostase efficace plus rapidement, avec un coût réduit par rapport à la perfusion de plasma fréquent gelé. Je ne vais pas parler de la comparaison avec les trois PFC, mais là, c'est supérieur. Les trois facteurs, il faut, quand il y a des situations de réversion, rajouter aussi le facteur 7, et c'est ce qui a été utilisé dans les études. Donc, clairement, evidence-based medicine, il y a des avantages. Il est carrément presque inacceptable de donner autre chose qu'un médicament qui permet une réversion des anticoagulants plus rapide, avec une correction de l'hémostase, permettant des chirurgies dans des délais appropriés, avec une safety, avec un risque de transfusion-related lung injury, réduction des surcharges et des OAP, réduction de transfusion de tous les produits sanguins labiles avec moins d'effets adverses, une mortalité moins importante et un coût, un cost effectiveness qui est évident. Donc, clairement, ça se discute même plus par rapport à cette thématique. Maintenant, les AOD, ça a été bien précisé par le professeur Bensouda et je sais qu'il y aura un topo du professeur Albazade tout à l'heure qui va faire des cas cliniques, mais quand même, je précise certaines choses par rapport aux AOD. Donc, le problème des AOD, bon, ils sont plus safe que les AVK, ils sont en train de remplacer plein d'études, ils trouvent ce place dans toutes les indications. Les AOD, quand ils sont là, la réversion n'est pas possible avec les PFC. Ça a été prouvé et cliniquement et expérimentalement in vitro que les PFC ne marchent pas pour réverser les AOD. Et donc, c'est pour ça que ça a été développé des antagonistes spécifiques dont a parlé le professeur Bensouda. Je vais passer rapidement. Toutefois, les PCC étaient la référence pour antagoniser et réverser les AOD. Et là, il y a une méta-analyse quand même assez récente sur les 33 études incluant 2568 patients qui ont montré que les PCC pour la réversion des AOD permettent une efficacité aux alentours de 80%, la mortalité moins de 15% et les événements thromboemboliques extrêmement faibles par rapport à ce qu'on a vu par rapport aux AVK, qui est de 3%. Quand on voit les détails et les sous-groupes de cette méta-analyse, eh ben, il n'y a pas de différence d'efficacité entre la petite faible dose et forte dose. Et il n'y a pratiquement pas de différence par rapport aux hémorragies intracrâniennes. Même pour les hémorragies intracrâniennes, le taux d'efficacité est extrêmement important, de 75%. Une autre méta-analyse, je vais passer l'efficacité, mais c'est juste pour parler de la comparaison avec les autres produits, l'andexanet alpha, qui a été étudié, que beaucoup d'études comparant les PCC à l'andexanet sont publiées. Je vais revenir sur certaines par la suite. Et l'idarucizumab, il n'y a pratiquement pas d'études cliniques de comparaison avec les PCC sur l'efficacité. Et dans cette méta-analyse, on est quand même sur un taux d'efficacité assez comparable. Certes, PCC un petit peu moins que les autres spécifiques, mais c'est comparable. Cette année, il y a eu d'autres publications, que ce soit pour le saignement majeur et l'hémorragie intracrânienne, qui ont montré une supériorité, y compris une supériorité de l'efficacité de l'antagoniste spécifique andaxanet par rapport au PCC, mais ça ne se retrouve pas dans toutes les études. Par rapport au coût, cette étude a étudié la littérature et donc elle a montré que l'hémostase était excellente à très bien chez 72% des patients sous PFC, comparé à 82% pour l'andaxanet. Par contre, ça a été dit par le professeur Bensouda, 4% de thromboembolique versus 10% pour l'antagoniste spécifique. Et donc, il conclut que c'est un cost effectiveness important et même il y a eu une controverse très récente, ça va être publié ce mois-ci, le mois de septembre, cette controverse dans l'Annals of Emergency Medicine qui ont parlé de critiquer les recommandations notamment de la Société américaine d'Emergency Medicine qui ont mis, comme toutes les autres recommandations, les antagonistes spécifiques en première intention. Ils ont dit que
le concentré de complexe thrombotique soit l'agent préféré car il a une efficacité similaire pour avoir moins d'effets indésirables thromboboliques et constituer une intervention plus rentable. Maintenant, en dehors de la polémique, je pense qu'il faut respecter les guidelines. Et les guidelines sont claires, toutes et sont unanimes jusqu'à maintenant, que quand on a une hémorragie majeure, un saignement majeur, il faut considérer le PCC, le plasma frais congelé, mais bien sûr pour les AOD, spécifiques antidotes ou les PCC quand l'antidote n'est pas disponible. Et c'est la situation chez nous, comme ça a été précisé avant. Alors, par rapport à tout ce chapitre-là, je rappelle que la SMAR, en association avec la SMMU, la SMMV, la Société marocaine de cardiologie et la Société marocaine de médecine interne, a publié un guide en 2019 sur la gestion des accidents hémorragiques et de la réversion des patients. Et vous avez tous les détails par rapport à toutes les situations et par rapport à tous les contextes, et qui c'est très pratique. Certes, il faudra peut-être les réviser et revoir notamment les posologies, et ça va se faire incessamment, Inch'Allah. Maintenant, la coagulopathie, ça a été bien détaillé par professeur Ktani, la coagulopathie induite par le traumatisme. Alors, le traumatisme, mais traumatisme aussi chirurgical. Et donc, plusieurs composantes, dont une composante à prendre, c'est la consommation des facteurs de coagulation. Dans ce cadre-là, donc on va commencer par le remplissage, la lutte contre l'hypothermie acidose. Bien sûr, on va faire de la transfusion à un certain moment, on va faire du 1 sur 1 et associer le fibrinogène. Mais à un certain moment, quand la coagulopathie est importante, quand on a une perte de sang extrêmement importante, des alternatives doivent être proposées, telles que les complexes prothrombiniques, comme vous voyez très bien ici. Alors, des études ont montré que dans le contexte traumatique, ça c'est une grande étude canadienne qui a montré qu'en comparaison le plasma frais congelé avec le plasma frais congelé associé à du PCC, ben, il y avait une réduction de la transfusion à 4 heures, à 24 heures, une réduction de la mortalité, quand même 27% versus 17%, et une réduction des complications, insuffisance rénale, ARDS, thrombose, et la durée d'hospitalisation. Donc, vraiment, l'association du PCC permet un apport. Ça, c'est chez les traumatisés. Ça, c'est en chirurgie cardiaque, une grosse étude de 101 patients pour une chirurgie cardiaque majeure, randomisés pour recevoir PCC ou PFC sur 28 jours. Et donc, ça a montré qu'il y avait moins de sang et de pertes sanguines dans les drains thoraciques. Il y avait beaucoup moins de transfusions sanguines. Et le nombre d'événements thromboliques était pareil. Donc, une méta-analyse qui a été publiée en 2020, 17 études, 4668 patients. Donc, globalement, il n'y a pas de réduction de la mortalité. Par contre, en comparaison PCC et PFC, par contre, chez les patients traumatisés, l'administration du PCC, en plus du plasma, était associée à une mortalité réduite. Et ça, c'est très, très bien expliqué par le fait que la coagulopathie, c'est multifactoriel. Et on ne peut pas, ce n'est pas un truc à la carte pour tous la même chose. Chacun va faire une coagulopathie, va se retrouver à un stade de la coagulopathie, il va avoir besoin de certaines choses. Et donc, si certains éléments ne sont pas là, si la fibrinolyse est enclenchée, si le taux de fibrinogène, et ça c'est extrêmement important, n'est pas normalisé, il n'y a pas d'intérêt à rajouter d'autres choses de plus. Donc, chez les patients hémorragiques, il a réduit le besoin de transfusion et donc une réduction aussi des pertes en chirurgie cardiaque. Certains, l'étude française dont a parlé professeur Ktani, c'est que en prophylactique, ben, cette étude a montré qu'il n'y a pas intérêt chez les patients à risque de transfusion massive de recevoir des PCC. Maintenant, la thromboélastométrie, alors je ne vais pas reproduire très facilement, très rapidement. Donc, elle va changer, la courbe va changer par rapport à l'initiation ici en bas. Et donc, l'initiation de la coagulation. Et donc, si on a un problème d'initiation de coagulation, il faut apporter des facteurs. Si on a un problème de force du clou, du caillot sanguin, c'est les fibrinogènes en particulier, et puis les plaquettes. Si c'est un problème de stabilité, donc d'hyperfibrinolyse, c'est l'acide tranexamique. Et donc, le fait d'avoir une viscoélastométrie à proximité aux urgences, au bloc opératoire, pourrait guider et tailorer. Et ça, c'est une diapo que j'ai empruntée à Anne Gauthier,
qui a déjà, ça fait plus de 3 ans, a proposé dans une présentation qu'au lieu d'avoir une approche classique, donner du tout n'importe comment, avec des risques pour certains patients, faire une approche théradiagnostique avec une prise en charge, un diagnostic individualisé de la coagulopathy, une prise en charge basée sur comment est cette coagulopathie. Si on est dans la fibrinolyse, c'est les antifibrinolytiques. Si on est dans la coagulopathie liée au fibrinogène, corriger d'abord le fibrinogène. Et si on est dans un problème de facteurs, apporter des facteurs de coagulation. Justement, cette étude qui a essayé de voir ça, qui a montré à travers la thromboélastométrie que ça permettait, en se basant sur les tests viscoélastiques, ça permettait de corriger toutes les anomalies de coagulation et que c'était extrêmement intéressant à condition, parce que l'étude il a comparé une association de complexes de facteurs incluant les fibrinogènes et, les CCP versus plasma frais congelé. Donc clairement, il y a une supériorité de ce complexe et ils ont dû même interrompre l'étude après les premiers 100 patients, mais ils ont insisté sur la conclusion qu'il faut corriger d'abord le fibrinogène. Et donc, ce qui fait que nous retrouvons dans les guidelines que un complexe, une thérapeutique stratégie basée sur le complexe de facteurs, il est recommandé comme standard, particulièrement s'il y a un monitorage avec les tests élastométriques, qu'il faut corriger le fibrinogène d'abord. Bon, je vais accélérer. Et donc, il y a des protocoles de certaines équipes qui proposent une prise en charge basée sur ça. L'obstétrique, alors, les concentrés de prothrombine offrent des avantages euh, expérimentalement, mais il n'y a pas d'études cliniques pour le moment. Et donc, mais logiquement, ça peut se faire. D'ailleurs, les Portugais et les Allemands ont préconisé dans la guidelines la possibilité de donner des PCC chez les patients qui ont des grosses pertes sanguines de plus de 150% ou 200% de la masse volumique. Toutefois, le NATA et l'ISTH ne sont pas d'accord sur cette proposition parce que pour le moment, il n'y a pas encore d'études cliniques suffisantes et il y a des concerns par rapport à la safety chez la femme enceinte. Toutefois, il y a plusieurs équipes qui ont commencé, justement dans le cadre d'une approche thérapeutique, de pouvoir, en fonction du thromboélastogramme utilisé au bloc opératoire d'obstétrique, de pouvoir donner du PCC quand l'indication se pose et quand on voit ce qu'on va donner et pourquoi on va le donner. Alors, il y a pas mal de choses d'utilisation dans les atteintes hépatiques, la littérature est riche, aussi dans les intoxications raticides anticoagulants, et puis dans les déficits congénitaux, et là, les hématologues sont avec nous, c'est des choses qui vont se faire en concertation. Pour conclure que les facteurs de coagulation est vraiment quelque chose qui devrait être un standard of care dans le cadre du patient blood management. On aura une session tout à l'heure sur le patient blood management parce que tout cet ensemble monitoré, raisonnable, permet une meilleure prise en charge, une santé meilleure avec une réduction de plein de complications. Et forcément, effectivement, c'est un cost effectiveness de grande valeur. Je vous remercie.